Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette sixième édition du webinaire de la paillasse au chevet des femmes, organisé par l'IHU Institut des cancers des femmes de l'Institut Curie de l'Université Paris Sciences Lettres et de l'INSERM. Je suis Clara Guillemin, je suis chef de projet à l'IHU, à l'Institut des cancers des femmes, au Women's Living Lab, qui propulse ces webconférences mensuelles. Et j'aurai le plaisir d'introduire et de modérer ce premier échange. Alors, pour une petite, je dirais, précision, à quoi sert cette webconférence? De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? En fait, ces webconférences, elles sont nées d'un constat qui est très simple. C'est celui que quand on est patiente atteinte d'un cancer, qu'on est proche de patiente, on a souvent énormément de questions sur la prise en charge autour de la maladie, mais également sur les perspectives d'avancée en termes de recherche. Et parfois, toutes ces questions qu'on a, eh bien, le temps peut manquer en consultation avec son équipe médicale pour les poser. Et bien que les associations de patientes, les médecins fassent un travail formidable pour diffuser une information scientifique précise, fiable et actualisée. Parfois, on a encore des sujets à explorer et c'est donc à ça que doit servir cette webconférence, c'est d'avoir un temps d'échange avec nos intervenantes que je laisserai se présenter dans très peu de temps. Juste avant, une petite précision technique sur les modalités. Cet événement est enregistré. Ce webinaire sera mis en ligne par la suite sur la chaîne YouTube de l'Institut Curie, donc vous pourrez revoir ces éléments. Votre micro et votre caméra sont coupés, mais vous pouvez, on vous incite fortement à poser des questions à l'écrit dans le chat. Il y aura 2 temps d'échange au milieu de cette webconférence et à la fin, où je lirai ces questions à nos 2 intervenantes afin d'avoir un échange. Et puis à la suite de cet événement, vous recevrez un sondage de satisfaction par mail, ainsi que le replay, si vous voulez vous inscrire aux éditions suivantes. Les éditions suivantes, quelles sont-elles? Donc elles ont lieu tous les mois, comme je le disais. Le prochain aura lieu le mercredi 18 mars à la même heure. Nous aurons le plaisir d'accueillir la docteure Claire Saul et Dina Zielinski pour nous parler des cancers du sein héréditaires. Et en avril, la docteure Sarah Watson ainsi que Dina Zielinski de Génétique Cancer pour parler des applications de l'intelligence artificielle autour des cancers du sein. Mais aujourd'hui, notre sujet sera les avancées de la recherche sur les cancers du sein triple négatifs avancés. Et pour finir, tous les replays précédents sont disponibles en ligne sur YouTube. Donc vous pouvez flasher le code QR qui s'affiche à votre écran si vous voulez directement les rejoindre. Dans le chat également, vous venez d'avoir un hyperlien pour retrouver ces vidéos, les regarder et puis les partager sans modération, évidemment. Ce soir, donc, nous avons le grand plaisir, la grande chance d'accueillir la docteure Delphine Loira et Claude Coutier. Bonjour à toutes les deux. Docteur Delphine Loira, je vais vous laisser vous présenter. Delphine Loira, donc je suis oncologue médicale à l'Institut Curie depuis une dizaine d'années. Je suis spécialisée dans le cancer du sein et dans la recherche clinique. Et voilà, et j'ai le plaisir aussi d'introduire donc Claude Coutier qui va se présenter, présidente de la collectif Triplette Rose. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup de nous laisser l'opportunité de nous exprimer aussi et de faire ce genre d'informations. Donc oui, je suis Claude Coutier, j'ai eu un cancer du sein triple négatif en 2018, suivi à l'Institut Curie et je suis devenue la présidente du collectif Triplette Rose à sa création fin 2021, qui œuvre pour améliorer la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Donc une toute jeune association nationale qui a 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est de sensibiliser à ce cancer du sein si particulier pour sensibiliser le grand public et les instances décisionnelles en santé. Le cœur, mais vraiment le cœur et la raison d'être de notre association, c'est l'accès aux traitements novateurs sans délai et particulièrement quand on est en situation métastatique. Et pour que tout soit possible, il y a un fil rouge, c'est le soutien à la recherche, parce que tout ça doit avancer et un jour, on guérira de ce cancer du sein en situation métastatique, quelle que soit la situation. Donc, en quelques mots, finalement, notre mobilisation, c'est faire avancer la recherche contre le cancer du sein triple négatif et militer pour le droit d'en bénéficier. Chaque jour, au sein du collectif, on agit pour guérir. Voilà.
En quelques mots, on est une bande de super nanas et de deux super mecs qui nous ont rejoints récemment, qui se mobilisent au quotidien pour soutenir les actions de notre association un petit peu partout en France. Voilà. Et puis, si on revient sur nos principales actions depuis la création, on est né sur un plaidoyer pour faire venir en France une molécule qui existait uniquement aux États-Unis, le sacituzumab govitecan, et qui aujourd'hui un traitement phare quand on est en situation métastatique. On œuvre pour l'accès aux essais cliniques via une mise à disposition de cette information sur la plateforme Clinéo, une start-up avec qui on travaille. On a ensuite réalisé avec des scientifiques, avec mon réseau cancer du sein, une brochure pour comprendre le cancer du sein triple négatif et sa prise en charge. La version 2026 est en cours de rédaction. Je vous parlerai tout à l'heure du prix Triplette Rose. C'est vraiment un moteur hein, pour dynamiser la recherche contre le cancer du sein triple négatif. Et toujours dans cet esprit de recherche, on a également créé une étude avec le Centre Léon Bérard pour évaluer la qualité de vie des femmes sous sacituzumab govitecan au long cours. Il y a encore des inclusions, cherchez, renseignez-vous. Et puis ce qu'on veut par-dessus tout, c'est le droit d'essayer une molécule innovante qui nous soit adaptée de façon personnalisée et encadrée lorsqu'on se rapproche des impasses thérapeutiques. Voilà, en quelques mots. Dans nos axes de travail, on sensibilise au cancer du sein triple négatif via des webinaires, via un événement phare qui est le Challenge Triplette Rose, et surtout on collecte des fonds pour soutenir la recherche. Et on est très fiers d'annoncer qu'en très peu de temps d'existence, on a déjà reversé plus de 600 000 euros à la recherche. Comment on collecte ces fonds? Eh bien, le support le plus dynamique pour nous, c'est le Challenge Triplette Rose. Ça démarre la semaine prochaine. Alors, moi, je vous invite à vous inscrire et à participer. Comme ça, vous vous mettez en jambes, vous faites le Challenge Triplette Rose et hop, après, vous enchaînez sur une jonquille pour Curie. Donc, un bel élan de solidarité, un bel élan sportif pendant tout le mois de mars. Rejoignez-nous. Merci beaucoup Claude, merci beaucoup pour cette présentation du collectif Triplette Rose que vous pouvez retrouver sur les réseaux, sur le site internet, et puis dont on redira un petit mot sur le prix à la fin de cette webconférence avec une très belle vidéo qui, je pense, va vous apporter aussi beaucoup d'espoir. Ce soir, donc vous l'aurez compris, on va parler des avancées récentes dans les traitements, les perspectives de recherche sur le cancer du sein triple négatif avancé. Un point habituel que je fais qui est un petit peu sur le cadrage. Vraiment le cadrage de ce dont on va parler ce soir et ce dont on ne va pas parler ce soir. L'objectif, on l'a dit, c'est vraiment d'avoir un espace de dialogue, de diffuser de l'information scientifique récente, fiable et validée. Bien sûr, il y a des choix qu'il faut faire. On va présenter un certain nombre d'études en deuxième partie. Il y en a d'autres, mais il faut faire des choix dans le temps d'1 heure et demie. Donc bien entendu, ce n'est pas une information qui est restrictive, premièrement. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, l'objectif, c'est évidemment de parler santé, mais pour autant, ce n'est pas de se substituer à une consultation avec votre oncologue, avec votre équipe médicale, bien entendu. Donc l'objectif, c'est pas de poser aussi des questions qui concernent votre situation personnelle, puisque la docteure Delphine Loira ne pourra pas donner des réponses sans avoir votre dossier médical bien en main. L'objectif, c'est vraiment d'éclairer les discussions et de vous donner envie de vous intéresser à d'autres informations par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans le chat comme je le mentionnais. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, dans un premier temps, pour la prochaine demi-heure, ça va être un premier cadrage. Un cadrage autour de la définition du cancer du sein triple négatif avancé. Quelles en sont les caractéristiques, les spécificités? Quels sont les objectifs des traitements, les options thérapeutiques courantes qui existent? Et puis un point sur la recherche en santé, les essais cliniques. Et dans une seconde partie, nous avons sélectionné un certain nombre d'études que nous allons pouvoir vous présenter en tandem. Et donc, pour commencer ces échanges sans plus tarder, je vais laisser la parole à Claude, qui va donc nous dire un mot pour nous expliquer ce qu'est un cancer du sein triple négatif. Alors, une des premières choses qu'on apprend quand on sait qu'on a un cancer du sein triple négatif, c'est qu'il existe plusieurs cancers du sein. Or, ça, on ne le sait pas. Et celui-ci est particulièrement mal connu, agressif, et puis il concerne des jeunes femmes. Donc, si tu peux avancer. Merci, Clara.
Chaque année, plus de 61 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés et on connaît surtout celui qui a des récepteurs aux hormones. Et on entend aussi pas mal parler de celui qui s'appelle HER2, c'est 85% des cancers du sein. Mais pour expliquer à vos proches, vous pouvez tout simplement dire que lorsqu'il n'y a pas de récepteur aux œstrogènes, lorsqu'il n'y a pas de récepteur à la progestérone, ces cancers hormonodépendants, ou qu'il n'y a pas cette protéine HER2 à la surface des cellules, ça fait 3 fois non et on a un cancer du sein dit triple négatif. Et or, malheureusement, ces trois éléments sont des cibles thérapeutiques dont est dépourvu le cancer du sein triple négatif. C'est 15% des cancers du sein quand même, donc 9 000 nouvelles femmes par an sont en France apprennent cette maladie. 40% d'entre elles, je pense que tu peux avancer s'il te plaît, Clara. 40% d'entre elles ont moins de 40 ans, donc il faut aussi bousculer les idées reçues à ce sujet-là. Mais autre bonne nouvelle quand même, c'est que dans la majorité des cas, on guérit d'un cancer du sein triple négatif lorsqu'il est pris au stade localisé. Aujourd'hui, les chiffres sont encore plus supérieurs sur le taux de survie à 5 ans. Donc, c'est un message aussi d'espoir qui est là, parce que la science a avancé dernièrement. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la situation métastatique, où là, effectivement, la situation reste critique et il faut booster la recherche. Alors justement, Delphine, pour avancer au cœur du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que ça veut dire d'être en situation métastatique, s'il te plaît? Alors, si on peut avoir la diapositive suivante. Donc, merci à toi, Claude. Juste pour vous remercier, les associations, d'être très présents. Depuis les dernières années, on a l'habitude maintenant de travailler avec les associations de patients et ça a vraiment changé probablement nos liens avec une proximité importante et notamment la présence de patientes, notamment ce qu'on dit partenaires ou expertes dans la création de parcours de soins, dans la création d'essais cliniques. Et voilà, l'idée c'est de travailler ensemble et d'écouter les besoins des uns et des autres. Juste pour revenir, la maladie métastatique, si on prend du grec ancien, globalement métastase, c'est composé à la fois du mot méta qui veut dire au-delà et stasis qui est la position. Donc finalement, c'est une cellule qui est au-delà de sa position initiale. Donc, comme vous le savez, les cellules cancéreuses se développent dans un organe. Pour le cancer du sein, ça se développe au niveau du sein. Mais les cellules tumorales, à un moment, peuvent acquérir la capacité de se détacher de la tumeur, de migrer dans une autre partie du corps, notamment en ayant la capacité de rentrer dans des vaisseaux puis d'en sortir. C'est de faire énormément d'efforts pour une cellule, d'être capable de se décrocher d'autres cellules, de passer la barrière des vaisseaux, de rentrer dans la circulation et d'en sortir. Donc globalement, il faut que la cellule tumorale acquiert des capacités, des sortes de super pouvoirs qu'on aimerait qu'elle n'ait pas. Et donc, quand elle va sortir des vaisseaux sanguins ou de la lymphe, elle va se déposer dans un organe qui est un autre organe que le sein et va développer une métastase dans un organe. Donc là, c'est ce qu'est la métastase. Diapositive suivante. Pour vous et pour vous expliquer comment nous, on classe finalement les cancers, on utilise soit les stades, soit la classification TNM. T pour tumeur, c'est-à-dire pour le cancer du sein, on prend la taille de la tumeur. N pour node. Node en anglais, c'est le ganglion. Et donc, on va regarder s'il y a des ganglions locorégionales, c'est-à-dire axillaires sous le bras, ou rétroclaviculaires, c'est ce qu'on a ici, au-dessus de la clavicule, ou sous-claviculaire sous la clavicule, pour faire le stade N. Et puis, le M, ça sera s'il y a ou pas de présence de métastase. Et là, on parle non pas de métastase locorégionale, qui est le N, mais de métastase à distance, dans un organe au-delà de la région mammaire, qui peut être le foie, l'os, les poumons, le cerveau ou d'autres localisations. Et en fait, à partir de stade TNM, on va décider quel est le traitement le plus adapté aux patientes. Est-ce que j'ai été claire, Claude? Tu as le droit de m'arrêter si je ne suis pas claire. Excuse-moi, j'avais mon micro Non, qui était coupé. non. Oui, ça permet ça permet de mieux comprendre en fait toutes ces petites abréviations qu'on a souvent sous nos comptes rendus d'impact. Et puis surtout, parfois, on parle de métastase ganglionnaire. Ça ne veut pas dire qu'on a au stade métastatique. Le métastase ganglionnaire axillaire, c'est ce qu'on appelle l'envahissement locorégional. On n'est pas dans un stade métastatique quand c'est les ganglions qui sont près de la glande mammaire. Donc, diapositive suivante. Après, on peut parler d'autres choses au stade avancé. On va parler parfois de cancer d'emblée métastatique ou
de façon synonyme de de novo métastatique, ou encore, un petit peu plus scientifique, on parle de métastase synchrone. Tout ça, ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire qu'au moment où on détecte le cancer du sein, on détecte par une imagerie, un scanner, un PET scanner des métastases. Ça veut dire qu'au moment de la détection du cancer du sein, il y a déjà présence de métastases. Pour le cancer du sein triple négatif, ça représente à peu près un tiers des patientes. Pour les autres patientes, les 70% qui vont rester, on parle de rechute ou de récidive. Ça veut dire qu'il y a eu un traitement à un temps donné du cancer du sein localisé, puis une période de rémission, et les métastases apparaissent secondairement. Pour le cancer du sein triple négatif, on sait que la majorité des récidives ou des rechutes arrivent dans les 5 ans qui suivent le diagnostic initial. Et on parle de rechute précoce quand on est à moins de 6 mois ou moins de 12 mois de la fin des traitements pour le cancer du sein localisé, et de rechute dites tardives, même si elles ne sont pas très tardives, au-delà d'1 an. Et ça va aussi nous guider pour comment traiter les patientes. Diapositive suivante. Les localisations des métastases sont multiples. Là, sur ce schéma-là, on dit à peu près où on peut retrouver les métastases. Et pour les cancers du sein triple négatif, on retrouve plus souvent des métastases dites viscérales, c'est-à-dire dans le foie, dans les poumons et également au niveau cérébral. C'est les sites préférentiels, mais on peut retrouver également dans l'os, dans des ganglions éloignés, dans la peau, etc. Et là, vous avez la figuration d'imagerie, hein. Je ne sais pas si on peut revenir en avant. Alors, j'ai pas la souris, je crois que je la partage pas, mais vous voyez en haut à gauche, c'est un scanner avec un foie et on voit des métastases. C'est la partie plus foncée sur le foie. En bas, on a une coupe des poumons et on voit une boule blanche dans le poumon qui est une métastase pulmonaire. Merci pour la, pour la petite souris. Et puis à côté, c'est une IRM du rachis, une IRM de la colonne vertébrale où on peut voir des métastases. Là, vous voyez, il y a 3 vertèbres qui sont très remaniées, très abîmées. Et donc là, c'est le siège d'une métastase. Diapositive suivante. Comment on va prendre en charge ces patientes avec une maladie triple négative métastatique? Et on va parfois prendre en compte différentes choses. Et ça, j'ai essayé de vous l'expliquer. Il y a la charge tumorale. La charge tumorale, finalement, c'est le volume total qu'occupent les métastases. C'est globalement, si on arrivait à additionner le volume des métastases, on pourrait dire qu'il y a des patientes qui ont plus de métastases que d'autres, avec une maladie plus invasive que d'autres. On va aussi prendre parfois le nombre de métastases dans un seul organe ou dans des organes différents. Et puis, parfois également, on va considérer si la patiente elle a un seul site métastatique, ça veut dire est-ce qu'il y a que des métastases dans l'os ou est-ce que finalement il y a des métastases dans l'os, dans le poumon, dans le foie. Donc ça, c'est des choses qu'on peut prendre en compte. En général, la prise en charge des métastases d'un cancer du sein triple négatif, mais comme tous les cancers du sein, c'est surtout ce qu'on appelle un traitement systémique. Un traitement systémique, c'est un traitement qui diffuse partout dans le corps. L'idée, c'est d'attaquer partout. Alors parfois, ce n'est pas forcément compréhensible pour les patients parce que si vous avez que 1 ou 2 métastases, les patients nous disent mais pourquoi on me donne de la chimiothérapie? Pourquoi on ne va pas aller enlever chaque métastase? Mais comme je vous l'ai expliqué avant, vous avez vu que la métastase, elle vient de cellules tumorales qui ont circulé dans la lymphe ou dans les sangs. Et donc on peut imaginer qu'il y a des cellules tumorales présentes à différents endroits du corps sans qu'on soit capable de les détecter en faisant un PET scanner ou un scanner. Donc l'idée, c'est d'envoyer de la chimiothérapie ou une thérapie ciblée dans l'ensemble du corps pour pouvoir éradiquer toutes les cellules tumorales, celles qu'on voit sur l'imagerie et qui font des boules, et puis celles qu'on ne voit pas, une maladie un peu invisible. Dans certains cas, on peut faire un traitement local des métastases, soit avec de la chirurgie en opérant les patients, soit en faisant de la radiothérapie. Et ça permet d'éviter des symptômes ou de réduire des symptômes. Quand on fait de la radiothérapie osseuse, ça a 2 buts en général, réduire la douleur en lien avec les métastases, mais également éviter des fractures osseuses liées aux métastases. Donc c'est à la fois pour traiter le symptôme et aussi réduire l'évolution de la métastase et des complications. Dans certains cas, on parle aussi d'oligométastatique, de patientes oligométastatiques. Ça veut dire qu'il y a très peu de sites métastatiques. En général, c'est moins de 5 et parfois on prend moins de 3. Et dans cette rare situation, on peut décider dès le départ d'aller faire un traitement local pour 1, 2 ou 3 métastases. Ce n'est pas toujours très fréquent dans le cancer du sein triple négatif, mais vous pouvez en entendre parler.
Et puis par rapport aux séquences thérapeutiques, comment ça va fonctionner quand on a une maladie métastatique, contrairement à un cancer du sein localisé, où là, tout est très protocolisé. Quand on rencontre la patiente dès la premier ou deuxième rendez-vous, on va leur dire, vous allez avoir 3 mois de tel traitement, puis 3 mois de tel autre traitement, puis la chirurgie un mois après, puis la radiothérapie qui va durer 4 semaines, puis après un traitement post-opératoire de 6 mois, par exemple. Et là, c'est très codifié et le patient a son planning pour 1 an et demi. Pour les cancers du sein métastatiques, on est dans une situation très différente. En fait, l'idée, c'est sans cesse, on va s'adapter à la fois à la tolérance du traitement et à l'efficacité du traitement sur les métastases. D'une façon assez fréquente, le schéma qui est présenté en haut, le premier, c'est qu'on va faire une première ligne de traitement. Tant qu'il est efficace, on continue. Et si la maladie progresse, c'est-à-dire si les tumeurs augmentent, progresse, parfois, il faut bien expliquer, c'est une augmentation de taille des métastases, ou l'apparition de nouvelles métastases, et on va changer de traitement, on va faire une deuxième ligne de traitement, et ainsi de suite. Ça, c'est la Est-ce situation que, la plus fréquente. est-ce que, s'il te plaît, Delphine, tu peux bien réexpliquer ce que ça veut dire ligne de traitement? C'est peut-être pas toujours très Alors, clair. une ligne de traitement, c'est c'est une chimiothérapie, par exemple, ou une association de chimiothérapie, ou une association de plusieurs molécules qu'on va faire à différents cycles. Et ça, et quand on va changer de traitement, de molécule, on va parler d'une deuxième ligne. Est-ce que c'est clair comme Merci. ça? Oui, merci Delphine. Puis il y a d'autres situations où parfois on va faire une première ligne de traitement, puis cette ligne de traitement, à un moment, va être limitée. Soit parce qu'on n'a pas le droit de donner au-delà d'une certaine dose de molécules. C'est le cas pour les anthracyclines, pour les patientes qui ont eu de l'AC ou de l'EC ou de l'adriamycine, les péribicines. On sait que c'est toxique à partir d'une certaine dose. Et donc, à un moment, on ne peut plus donner le traitement. Ou soit également si le traitement fonctionne, mais il y a une toxicité qui devient ce qu'on dit limitante. Limitante, c'est que la toxicité fait qu'on ne peut plus continuer à donner le traitement. Mais le patient continue de répondre, la tumeur continue à être sensible au traitement. Et donc là, pour maintenir le bénéfice de la première ligne, on va donner un traitement de maintenance. Souvent, les traitements de maintenance, ça peut être un traitement par voie orale, une chimiothérapie orale par exemple. Quand les patients ont en première ligne une association chimio plus immunothérapie, le traitement de maintenance, par exemple, ça peut être que l'immunothérapie. Et puis dans d'autres cas, des cas beaucoup plus rares, mais qui existent, on peut commencer une première ligne qui va durer longtemps. Et quand je parle de longtemps, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis la maladie ne bouge pas. Elle a parfois complètement disparu sur les imageries. Et dans certains cas, qui sont très rares, mais c'est notre but aux oncologues, c'est d'un jour pouvoir dire aux patients, on pense que là, on est en sécurité pour arrêter le traitement et vous surveiller, mais on estime que vous êtes probablement en rémission et on va vous surveiller. C'est des situations extrêmement rares, mais qui sont pleines d'espoir. Et c'est vraiment notre but d'avoir des traitements qui permettent d'arriver à ce schéma-là pour la majorité des patients de triple négatif. Non, c'est vraiment une révolution, ça, Delphine, dans la prise en charge du cancer du sein triple négatif métastatique. Il y a quelques années, on était loin de toucher cette hypothèse-là. Donc, c'est vraiment très porteur d'espoir et on espère que de nouveaux traitements vont arriver pour que ça devienne une majorité des cas. Mais en attendant, est-ce que tu peux peut-être un peu plus nous expliquer les objectifs de ces lignes de traitement en situation métastatique, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, diapositive suivante. Si on a des objectifs, et ce qui est important, c'est qu'il faut les objectifs, on les partage. C'est-à-dire que c'est une alliance qu'on va faire entre le soignant, l'oncologue et le patient. Et je crois que c'est important à un moment de dire, mais quel est notre objectif en tant que médecin? Et il faut que ce soit des objectifs partagés avec les patientes. Premier objectif, c'est soit stopper, soit ralentir l'évolution du cancer métastatique. Ça, c'est vraiment notre premier objectif. C'est de contrôler les symptômes, parce que finalement, avoir une petite boule dans le poumon, petite métastase dans le poumon, petite métastase dans le foie, les patients, ils ne ressentent rien. Ils n'ont pas de fatigue, ils ont peu de symptômes ou pas du tout de symptômes. Et finalement, parfois, c'est les traitements qui vont donner les symptômes de toxicité. Donc, c'est vraiment faire comprendre aux patients que le but, c'est que si on ne fait pas ces traitements-là, les métastases vont grossir et vont donner des symptômes. Quand il y a des métastases qui grossissent dans le foie commence à moins bien fonctionner. Quand c'est au niveau des poumons, il y a un risque à un moment au niveau des fonctions respiratoires, par exemple. Et donc, l'important, c'est de contrôler ou d'éviter l'apparition des symptômes en lien au cancer. Il faut également minimiser les toxicités. Il faut essayer de donner des traitements qui ne sont pas trop toxiques. Si les patients sont sous chimiothérapie sur le long terme, comme vous avez vu, ils vont être plusieurs mois, plusieurs années sous chimiothérapie souvent, ou thérapie ciblée. Il faut que les patients aient une qualité de vie correcte et pas trop de toxicité. Et donc là, il faut faire
une balance bénéfice-risque sur la dose des traitements et souvent discuter qu'est-ce qui est tolérable ou pas pour le patient en termes de toxicité par rapport aux bénéfices attendus des traitements. Est-ce que ça te convient comme proposition d'alliance entre les soignants et les patients? Oui, et puis je pense qu'on va continuer de discuter de ça sur l'étape d'après, Delphine, si tu veux bien. Alors, comment on, on traite les cancers du sein triple négatif? Alors ça, c'est une diapositive plus globale pour l'ensemble des cancers du sein, mais là, il y a l'hormonothérapie, donc on n'en parlera pas aujourd'hui, mais globalement, on a plusieurs armes, hein. Moi, je parle d'arsenal thérapeutique quand je discute avec mes patientes, même si c'est un terme un peu guerrier, mais bon, pourquoi pas. On pourrait parler de bouquet thérapeutique, mais c'est un peu trop doux pour traiter des méchantes cellules cancéreuses, hein, entre guillemets. On veut les détruire, donc on utilise des armes et on a plusieurs armes à notre disposition. Et ces armes, on va en discuter en RCP. RCP, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour moi, la RCP, d'habitude, c'est en parallèle, hein, c'est en ce moment, c'est 16h, 18h30 le mercredi soir, où on discute des dossiers avec mes collègues. Il y a les chirurgiens, il y a des radiothérapeutes, il y a des oncologues médicaux. On a souvent aussi des radiologues, des anapathes, des médecins nucléaires. On est tous autour d'une table, on discute des dossiers. Et l'idée, c'est de proposer le traitement le plus approprié. Le plus approprié, notamment en suivant à la fois les caractéristiques de la patiente, également en suivant les recommandations nationales ou internationales qui nous disent comment faire, hein. On ne fait pas les choses, on ne tire pas de notre chapeau le traitement, hein. Il y a des preuves médicales et scientifiques sur quel est le meilleur traitement à donner aux patients, et puis par rapport à la biologie également de la tumeur. Et puis après, on va revoir le patient, souvent on l'a déjà vu, il y a la RCP, puis on le revoit et on lui explique la décision de la RCP. C'est ce qu'on appelle une décision partagée. On explique toujours quel est notre but en faisant ces traitements. On va expliquer quel traitement on va faire, quelles sont les modalités, le nombre d'injections, la fréquence des injections, les effets secondaires. Puis aussi, on peut parler d'alternatives thérapeutiques. Parfois, dans certaines situations, on n'a pas forcément, nous, choisi qu'est-ce qui était le meilleur pour le patient. Nous, ça nous arrive de dire, bah, il y a tel traitement ou tel autre. Et finalement, c'est à la fois l'oncologue qui connaît bien le patient et aussi au patient de donner son avis. Alors, il y a des patients qui aiment bien ce côté prendre pour lui la décision. Puis il y a des patients qui se remettent un peu à nous et qui nous disent, moi, je ne veux pas décider, je ne veux pas faire le choix, et faites ce que vous pensez être le mieux pour moi. Mais c'est vrai que parfois, il y a vraiment cette possibilité de discuter avec le patient quand il y a plusieurs options thérapeutiques, et également quand il y a un patient qui refuse certaines contraintes, certains effets secondaires. Je pense que c'est très important de dire, le meilleur traitement, c'est celui-là, mais si vous ne voulez pas tel effet secondaire, vous n'acceptez pas certaines contraintes, il y a d'autres possibilités. Ça, c'est important d'être honnête dans la discussion, mais c'est aussi honnête dans notre discussion de dire, il y a peut-être une perte de chance de ne pas prendre le meilleur traitement. Et ça, faut oser dire au médecin, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre option? Et quel est le bénéfice et le risque de l'autre option? Donc ça, c'est là. Voilà, c'est globalement comment on va mettre en place. Et puis donc je vous rappelle, le principal pour nous, oncologues, c'est évidemment, hein, de proposer une prise en charge qui s'adapte à nos recommandations. Donc on suit les recommandations européennes de l'ESMO, mais globalement c'est à peu près les mêmes qu'aux États-Unis, tout en prenant en compte à quelles molécules on a accès en France. Et puis on va sans cesse s'adapter à la fois à la tolérance des traitements. Donc si le patient a une toxicité, on peut réduire la dose, on peut modifier les schémas d'administration et parfois changer de molécule s'il y a trop de toxicité. Et puis évidemment, on va s'adapter à l'efficacité des traitements. Le plus important aussi, c'est de vérifier que c'est bien efficace. C'est pour ça qu'il y aura régulièrement des scanners, des PET scanners, des prises de sang pour vérifier que c'est efficace. Et donc, on va s'adapter à l'évolution de la maladie et d'un patient à l'autre, contrairement au stade localisé où tout est très codifié, d'un patient à l'autre, la prise en charge elle est très différente. On s'adapte à chaque fois au patient, à sa maladie et également aux effets secondaires. On voit bien, du coup, la Delphine, que au-delà de la chimie, au-delà des traitements, il y a quelque chose, on passe quand même dans une autre dimension quand on est en situation métastatique, et il y a une dimension, une relation humaine qui est, je trouve hyper importante avec son oncologue, en tout cas pour l'avoir vécu. On va s'installer dans une relation dont on sait qu'elle va être au long cours. Autant au stade précoce, il y a un début, il y a une fin, comme tu l'expliquais, c'est très codifié, on a tout le planning sur les mois qui viennent. Autant là, il y a une phase d'incertitude qui s'installe et une relation de proximité qui devient essentielle, c'est-à-dire une relation qui doit s'installer, qui doit être basée sur la confiance pour qu'on puisse
tout dire de façon libre à son oncologue pour justement, comme tu le disais très bien, que le patient puisse aussi décider de ce qui va être proposé pour lui, de ce qui va être fait pour lui. Ça change complètement. Je ne sais pas toi comment tu le vois côté médecin entre une patiente que tu as, dont tu sais qu'elle est au stade localisé, que tout va bien se terminer hein, dans la majorité des cas, dans plus de 90% des cas, et puis cette relation que tu mets en place avec tes patientes en situation métastatique. Alors c'est vrai que c'est souvent des situations un peu différentes. Il y a cette alliance thérapeutique, il faut bien comprendre que, elle est de part et d'autre. C'est-à-dire que, bah, il y a des patients qui nous le disent: «Je me sens pas bien à l'aise avec tel médecin, j'ai envie de changer». Heu, on a le droit de changer d'oncologue, il y a pas de problème, on va pas le prendre pour nous. Enfin, moi, ce que j'explique aux patients, c'est que j'ai pas de souci qu'on me dise que, je conviens pas. On a chacun nos personnalités et même si tout est assez codifié en consultation, je crois que notre personnalité, elle ressort en consultation. Voilà. Alors nous, on a la chance de travailler avec Curie. On est de nombreux oncologues qui s'occupent de cancer du sein, donc il y a différentes personnalités et finalement, les patients peuvent trouver finalement le médecin qui leur convienne. Et nous aussi, finalement, alors ça, par contre, c'est très différent parce que nous, on se doit de traiter tous les patients, d'avoir le même rapport avec chaque patient. Mais c'est vrai qu'on a des patients avec qui tout est beaucoup plus simple, plus fluide et je pense qu'il faut être très honnête dans notre relation, quand on sent que ça passe pas, mais de part et d'autre, il faut se le dire. Moi, ça m'est déjà arrivé de proposer à un patient en lui disant: «Moi, je veux bien vous garder, il y a pas de problème, mais je vous sens pas à l'aise avec moi» et ça, c'est vraiment important d'oser de le dire au patient. Un patient dise: «Moi, est-ce qu'il y a pas quelqu'un d'autre qui peut me voir? Parce que j'ai envie» parfois de juste d'entendre un autre avis. Parfois, c'est juste une consultation, puis les patients reviennent, ils ont besoin d'entendre un autre médecin et puis parfois, bah, ça convient pas et donc pour les patients, c'est vraiment important qu'ils se sentent en confiance avec l'oncologue. Nous, on a l'aspect, blouse blanche, hein, on se met une petite barrière parce que nos émotions, nos ressentis ne doivent pas transparaître à la consultation ou en tout cas le moins possible. On doit être très professionnel, mais il faut savoir que nous, on vit vos histoires, très pleinement, hein. Là, je sors de consultation, nos patients nous nourrissent, hein, enfin voilà, on fait ce travail parce qu'on aime être avec les patients, hein. Il faut être très, très clair là-dessus et que, voilà, il faut être, je pense, le plus honnête et le plus, libre de discuter avec son oncologue. Je crois que la vision très paternaliste du professeur qui dit quoi faire ou le patient n'a pas son mot à dire, c'est fini, hein. On nous apprend plus ça en médecine. Il y a quand même, l'importance et comme on voit comment les associations de patients sont présentes maintenant, les patients de partenaires dans nos instituts sont présents, on voit bien qu'on a complètement changé la relation entre le soignant et le patient et que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide dans les discussions. Donc, on est bien d'accord. On peut donner comme conseil aux patientes de, tout en gardant, bien sûr, une posture bienveillante parce que c'est la base d'une relation de confiance, mais dire, eh ben, écoutez, moi, je me sentirais plus à l'aise si je pouvais peut-être pour une fois avoir un deuxième avis ailleurs ou consulter. Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour ce deuxième avis? Bah, si votre oncologue fait le job, bien sûr qu'il vous dira oui, bien sûr qu'il va vous accompagner. Ou alors, ben, écoutez, peut-être, est-ce que je peux changer d'oncologue? C'est possible aussi. Il y a pas de, ça doit être très fluide et ça doit être très naturel par rapport à ça. C'est votre santé, vous devez vous sentir en confiance, vous devez vous sentir à l'aise avec votre oncologue. Autre point, moi, que j'aimerais bien aborder aussi, Delphine, parce que c'est souvent une situation qui est abordée beaucoup trop tardivement, alors que ça n'a pas de sens. Je veux parler des très, très mal nommés soins palliatifs. Et moi, j'ai envie de défendre ce sujet-là parce que palliatif, on met mort tout de suite à côté. Mais quand on est en situation métastatique, on sait qu'on va avoir un traitement au long cours. Donc, il ne faut pas se contenter d'avoir un rendez-vous avec son oncologue, il faut tout un accompagnement autour. Et derrière les très mal nommés soins palliatifs, c'est avant tout des soins de qualité de vie. Et on a besoin d'être chouchouté, on a besoin de se faire chouchouter, on a besoin d'être accompagné pour que justement les traitements, on les vive du mieux possible. Et les vivre le mieux possible, c'est les avoir sur le long terme et c'est aussi vivre le plus longtemps possible. Donc, je voudrais faire passer ce message ce soir. Soins palliatifs, c'est pas je vais mourir, c'est qualité de vie et c'est vivre le mieux possible et le plus longtemps possible. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose autour de ça, mais je pense que c'est important que les patientes l'entendent. Il faudrait changer ce terme parce que derrière, il y a une humanité Ouais. incroyable dans ces équipes-là et il y a vraiment
de la qualité pour vous. Voilà. Oui, oui, alors le mot palliatif, en fait, probablement parce qu'il est pas entendu comme on devrait l'utiliser, en fait. Soins palliatifs, c'est des soins pour pallier à des symptômes. Donc, en fait, c'est pas que les symptômes de la fin de vie, ça peut être tous les symptômes, moral, physique, dès le début de la prise en charge. Donc, en fait, presque souvent, hein, les patients sont très étonnés et on le dit pas et ce mot peut faire très peur. Mais la chimiothérapie d'une maladie métastatique, on pourrait le dire dès la première ligne. C'est palliatif. Palliatif, c'est pour éviter les symptômes du cancer. Parce qu'avoir un petit nodule de 3 millimètres dans le poumon métastatique, ça ne fait rien au corps. C'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il évolue et qu'il évite des symptômes. Donc finalement, notre but, c'est de contrôler les symptômes. L'équipe de soins palliatifs, ça va être contrôler les symptômes et finalement, on se rejoint. Il faut les intégrer le plus tôt, ça c'est vraiment important. C'est pas toujours facile d'avoir accès à des services de soins palliatifs ou des équipes de soins de support, qui est parfois un terme un peu utilisé pour être un peu plus doux à l'oreille des patients. Il ne faut pas avoir peur. Ça permet aussi d'avoir quelqu'un de différent que l'oncologue médical qui rend les résultats du scanner, qui choisit les traitements avec le patient. On n'a pas toujours le même rôle. Nous, on travaille souvent en équipe. On se fait aider par l'équipe des soins de support ou des soins palliatifs. Et c'est vraiment l'équipe médicale, c'est une équipe qui va être aussi là pour vous écouter, qui est là aussi parfois pour défendre votre point de vue par rapport à des projets, une situation particulière. Oui, la nouvelle ligne de traitement que veut le docteur machin, le docteur Loiral vous a dit: «Il faut commencer là». Bah oui, mais moi, j'ai mes petits-enfants ou j'ai mes enfants avec qui je veux passer 15 jours en vacances. Je veux pas ma chimio avant de commencer. Bah parfois, justement avec l'équipe de soins de support, les équipes de soins palliatifs, le discours, il peut s'établir et ça peut être aussi un moyen de discuter aussi avec l'oncologue quand la discussion est plus difficile. Donc ça, c'est vraiment important. Après, il y a la place des directives anticipées. Tout le monde devrait faire cette directive anticipée. Je suis très mauvaise élève, j'ai jamais fait mes directives anticipées. Globalement, c'est de dire, si un jour il m'arrive quelque chose de grave, jusqu'où j'accepte qu'on aille dans l'intensité des traitements. Et ça, on devrait tous y réfléchir très tôt. Et également savoir qui va décider pour nous si on n'est pas capable de décider, si on se retrouve dans une situation d'inconscience où on ne peut pas décider, qui va décider de prendre des choses médicales. Et ça, je crois qu'en France, on n'est pas très très bon pour anticiper. Mais ça, c'est important également d'aborder ça avec l'équipe de soins. Et puis l'accès à l'innovation. Ah bah ça, Delphine, oui, l'accès à l'innovation à 200%. Mais juste vraiment pour revenir et pour réappuyer ton discours sur les directives anticipées, c'est pas parce qu'on a un cancer qu'il faut penser directives anticipées. Toutes les personnes en bonne santé devraient penser directives anticipées dès aujourd'hui, hein. On est bien d'accord là-dessus. Ah Voilà, donc, ben voilà, hein. moi je me dis Ah, qu'il faut que donc, je les fasse. allez-y. Il faut qu'on les remplisse. Il Et faut les puis, bien remplir. sûr, on est ici aussi pour parler d'accès à l'innovation, puisque tu l'as expliqué, Delphine, tout à l'heure. Aujourd'hui, grâce à l'innovation, et grâce aux innovations récentes, dans des très, 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 très rares cas, on parle de guérison, même en situation métastatique. Et ça, c'est l'accès à l'innovation. C'est la porte d'accès à encore plus de cas comme ceux-ci. Donc, l'accès à l'innovation, allez, allons-y. On va en parler un petit peu On plus, va en je parler. pense. Voilà. Moi, j'estime que j'ai énormément de chance d'être oncologue en 2025, d'être sortie de l'école de médecine en 2014. Voilà, j'ai eu une autre vie avant médecine, hein. C'est pas que je fais très vieille, mais j'ai eu une autre vie avant médecine. Et je me dis que c'est incroyable d'avoir une spécialité médicale où tous les ans, on a des nouvelles molécules et dont la prise en charge des cancers métastatiques notamment et le triple négatif s'est révolutionné depuis 7 ans. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers patients, on n'avait quasiment pas d'options thérapeutiques, mis à part la chimiothérapie classique avec des essais cliniques qui ne fonctionnaient pas. Et ce qu'on voit depuis 6-7 ans a complètement changé la prise en charge. Vous savez qu'il y a l'immunothérapie, donc ce qui est capable de booster nos lymphocytes pour s'attaquer au cancer avec la chimiothérapie. C'est accessible pour à peu près 30% des patients de triple négatif métastatique. Et ça, c'est les patients qui vont avoir des tumeurs qui expriment le récepteur à l'immunothérapie PDL1. Et puis, on a aussi les patientes qui ont des mutations génétiques, BRCA1, BRCA2 ou PALB2, et elles vont être éligibles à des thérapies ciblées qui ciblent ces mutations. C'est peu de patientes, c'est 10 à 15%, mais ça nous fait une thérapie ciblée pour ces patientes. Pour le reste des patients, pour le moment, et vous allez voir, les choses vont changer, on fait plutôt de la chimiothérapie en première intention. Et puis après, diapositive suivante. En deuxième intention, c'est-à-dire qu'on a un échec de cette première ligne de traitement.
Vous vous rappelez, on fait une première ligne, si elle marche et bien tolérée, on continue, et si ça ne marche pas, on change, ou si c'est trop toxique. Et là, en deuxième ligne de traitement, on a également des nouvelles molécules. Soit on peut également donner des inhibiteurs de PARP pour les patientes mutées, si par exemple on n'avait pas eu tout de suite les résultats du test génétique. Et puis également, maintenant, on a ce qu'on appelle les ADC, les anticorps drogues conjugués. Je vais vous en parler. On en a 2 pour lesquels on a un accès et qu'on utilise au quotidien pour les cancers du sein triple négatif qui ont eu au moins une ligne de chimiothérapie au stade métastatique, le sacituzumab govitecan, que vous connaissez sous son nom de marque, qui est le Trodelvy. Alors, il faut savoir, les médecins souvent emploient le nom de la molécule et pas le nom de marque, mais voilà, c'est la même chose. Et puis, il y a le trastuzumab deruxtecan, qui cible HER2, et c'est l'Enhertu qui est également utilisable. Et ça, on peut les utiliser depuis 2021. Et ça, on va peut-être faire un focus, s'arrêter. Quelque chose de très important pour les patients de triple négatif qui sont en ligne, c'est il faut que vous ayez votre statut mutationnel BRCA1, BRCA2, quel que soit votre âge. C'est très important d'insister, même si vous n'avez pas eu un cancer du sein à l'âge de 30 ans, mais plutôt un peu plus âgé, il faut poser la question à l'oncologue de demander à faire un séquençage ou de passer en consultation génétique pour savoir si vous êtes muté et éligible au PARP inhibiteur. On va passer à la diapositive suivante. L'innovation thérapeutique, Claude, t'en parles, j'en parle? Un On petit va en parler tout le papotage, temps. comme on dit? Oui, on s'est prévu des séances papotage, vous avez vu avec Delphine, là, au cours de cette présentation. On est toutes les deux vraiment persuadées que accéder à un essai clinique, c'est pas l'option de la dernière chance. C'est-à-dire que c'est une discussion que vous devez absolument avoir avec avec votre équipe de soins dès le début de la relation. C'est pas quand on se dit, oh là là, il n'y a plus de traitement pour moi, qu'il faut regarder si par hasard il n'existerait pas un essai clinique. Ça, c'est vraiment le message. Euh, Dans le cadre d'un essai clinique, il faut aussi bien sûr en comprendre tous les tenants et tous les aboutissants. Et il faut vraiment poser toutes vos questions avec votre oncologue pour décider ou pas de rentrer dans un essai clinique. Mais ça, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Et puis surtout, lorsque vous avez fait ce choix très éclairé suite à cette discussion, sachez qu'à tout moment, si vous le souhaitez, vous pouvez sortir d'un essai clinique et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être vu comme un engagement, certes, mais vous avez le choix de décider à tout moment de sortir d'un essai clinique. Euh, Qu'est-ce que tu voulais peut-être Bah non, rajouter, mais ça, c'est important. Vous Delphine? avez le droit de sortir. Et c'est pas mal d'en discuter avec soit son oncologue, soit le médecin qui conduit l'essai clinique, de dire pourquoi vous voulez en sortir. C'est un problème de toxicité, c'est un problème de rendez-vous trop fréquent, vous y croyez plus. Enfin, il faut discuter. Parfois, on peut s'organiser, on peut rediscuter d'une baisse de dose, etc. Puis quand je parlais d'essais cliniques, on parle d'essais cliniques thérapeutiques, c'est-à-dire on essaye des nouvelles associations de traitement, un nouveau traitement, etc. Mais il y a aussi les essais cliniques non thérapeutiques où là, on va vous proposer d'avoir des prélèvements sanguins, des analyses sur les biopsies de métastases, et tout ça, c'est très important aussi. Si les patientes ne nous donnent pas accès à leur matériel biologique, les chercheurs ne peuvent pas avancer sur la maladie, ne peuvent pas concevoir de nouveaux traitements ou de nouvelles stratégies. Donc c'est vraiment important. Parfois, c'est un peu contraignant, il y a des questionnaires, on fait revenir, mais c'est pour faire évoluer, et on voit bien comment les choses se sont accélérées depuis 4-5 ans pour le cancer du sein triple négatif. Moi, je suis persuadée, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y aura une conférence sur l'intelligence artificielle. On va modifier notre façon de réfléchir parce qu'on va réfléchir beaucoup plus vite avec l'intelligence artificielle, et ça va nous aider à concevoir des nouvelles molécules, des nouvelles stratégies beaucoup plus vite et beaucoup plus adaptées à chaque patient. Donc ça, c'est important, et j'imagine que l'intelligence artificielle va arriver dans les essais cliniques très bientôt. Ok. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de vous présenter, je crois que je regarde notre timing, on est bien Clara, on est bien Clara. Juste on vient de vous présenter différentes choses, donc je ne sais pas si tu peux changer le slide, Clara. On vient de vous présenter différentes choses. Juste sachez que on a créé une brochure
c'est plus qu'une brochure, puisque ça fait une cinquantaine de pages avec l'association Mon Réseau Cancer du Sein pour expliquer le cancer du sein et sa triple négatif et sa prise en charge. N'hésitez pas à aller sur notre site internet collectif Triplette Rose, le triple négatif, la brochure ou scanner le QR code. Vous retrouverez des informations que Delphine vous a présentées aujourd'hui et globalement plein d'autres informations sur le cancer du sein triple négatif. Et pour votre information, on est en train d'écrire avec Clara qui participe la version 2026 qui sera disponible avant la fin de l'année. Voilà. Merci beaucoup Claude, merci beaucoup Delphine pour cette première partie. On est tout à fait dans les temps, donc c'est vraiment parfait. Ce que je vous propose pour ces 10 prochaines minutes, avec Claude, on va peut-être s'alterner sur différentes questions, certaines qui iront autant pour Delphine que pour Claude. J'en ai noté déjà quelques-unes entre le chat et le question-réponse. Delphine, il y a eu plusieurs questions sur la première partie, sur la question des métastases. Peut-être en termes de vocabulaire, c'est pas mal de le repréciser. Déjà, pourquoi ne parle-t-on pas de métastase dans le cas d'atteinte ganglionnaire localisée? C'est une première question. La deuxième, est-ce que le traitement d'une récidive métastatique est le même lorsque le cancer a muté et donc il est devenu triple négatif alors qu'il était hormonodépendant au départ? Alors, c'est deux excellentes questions. Donc, on avait vu tout à l'heure le schéma où on parlait de métastases ganglionnaires localisées et de métastases à distance. En fait, les métastases ganglionnaires, on n'en parle pas parce qu'on sait qu'on est efficace si on les traite et qu'on fait un traitement loco-régional. Globalement, quand il y a des cellules tumorales dans les métastases, on peut proposer un curage ganglionnaire pour enlever la chaîne ganglionnaire ou une partie de la chaîne. Et puis, on va compléter par la radiothérapie. Et parfois, quand on ne peut pas irradier, enfin, on ne peut pas enlever les ganglions, notamment ceux qui sont dans la région susclaviculaire, on ne va pas toujours les chercher. On peut faire de la radiothérapie et il a été montré que la radiothérapie est aussi efficace que la chirurgie dans certains cas. Et donc, en fait, c'est des métastases loco-régionales et finalement, elles sont traitables avec un moyen de les anéantir comme une chirurgie de la masse mammaire. Et puis, alors, très bonne question sur ces cancers qui mutent. Alors, ce n'est pas tout à fait des mutations, c'est des cancers qui n'expriment plus les récepteurs hormonaux. On sait qu'il y a, peut-être me tromper, mais à peu près 20% des cancers du sein triple négatif métastatiques qui, au départ de la maladie localisée, étaient hormonodépendants. Et en fait, les métastases, c'est que des maladies triple négatives. Soit il y a eu la perte d'expression des récepteurs dans les cellules métastatiques. Je vous ai expliqué, les cellules, elles deviennent métastatiques parce qu'elles sont capables de se décrocher des autres cellules, de rentrer dans la circulation, d'en sortir et d'aller s'installer dans un autre organe. C'est un job énorme pour les cellules d'être capables de faire tout ça. Il faut atteindre des super pouvoirs et dans ces super pouvoirs, elle va peut-être perdre les récepteurs aux hormones. Puis il faut aussi voir, souvent j'explique ça à mes patientes, le cancer du sein, c'est finalement plein de cellules différentes et elles ne sont pas toutes pareilles. C'est ce qu'on appelle, c'est pas une maladie qui est clonale. Toutes les cellules ne se ressemblent pas forcément. Elles ont pu évoluer l'une par rapport à l'autre. Et moi j'explique ça. Vous pouvez avoir une maladie localisée qui est comme un sac de billes. Si vous avez un sac de billes où vous avez une majorité de boules blanches et dedans vous avez 2-3 boules rouges, finalement de loin, votre sac de billes il est blanc. Et ça, c'est une tumeur hormonopositive. Les billes blanches, c'est les RH+, les billes rouges, ça serait des cellules tumorales triple négatives. Et quand la maladie devient métastatique, parfois c'est uniquement les cellules triple négatives, donc les billes rouges qui font les métastases. Et donc la métastase qui va se développer va être que triple négatif. Et donc ça sera rouge. C'est imagé, mais je ne sais pas si. Moi, j'utilise beaucoup d'images, mais globalement, on peut avoir une évolution parce qu'on va les métastases vont être issues de cellules sélectionnées. Et on les traite exactement pareil, on pense que c'est les mêmes traitements. Probablement le pronostic est un petit peu différent sur ces métastases qui sont issues de cancer RH+, mais on n'a pas encore assez de données. Mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. On sait qu'on va peut-être trouver un peu plus de mutations qu'on pourrait cibler avec des nouvelles molécules dans quelques années. Merci beaucoup Delphine pour ces réponses. Une autre question par rapport à cette même partie. On nous demande si on peut parler de maladie oligométastatique lorsque le cerveau est atteint. Alors oui, et sachant que pour la prise en charge des lésions cérébrales, des métastases cérébrales, très souvent on discute de radiothérapie qu'on dit stéréotaxique et parfois on parle de cyberknife parce que ça c'est plutôt le nom de la machine. Mais dans ces cas-là, on sait que la radiothérapie très localisée des métastases avec ces techniques de radiothérapie sont aussi efficaces qu'une chirurgie des métastases et dans certains cas, quand il n'y a pas trop de
lésions tumorales dans le cerveau et qu'elles sont accessibles à cette technique-là, on va pouvoir détruire une à une les métastases cérébrales et ça sera finalement une maladie oligométastatique. On a aussi quelques questions, Delphine, sur quand le traitement ne fonctionne pas forcément, quand est-ce qu'il est nécessaire de rebiopsier? Est-ce que ça a du sens de refaire une biopsie de la tumeur? Alors, d'abord, normalement, si on fait bien les choses, on ne le fait pas toujours, mais normalement, les recommandations nous disent que quand on devient métastatique, il faut biopsier la métastase. Même parfois, quand on a une maladie avec des métastases synchrones, c'est-à-dire il y a le cancer dans le sein qui est en place, mais on découvre des métastases, c'est peut-être parfois intéressant d'avoir aussi, d'être sûr que les métastases ont les mêmes caractéristiques que la tumeur initiale. Donc, normalement, au moment de la maladie métastatique, on devrait toujours biopsier des métastases. Parfois, on va redemander de rebiopsier parce qu'il y a des marqueurs qui peuvent bouger dans le temps, comme les molécules qu'on dit HUR2 faibles, enfin HUR2, et pour pouvoir avoir accès à un anticorps qui s'appelle l'Enhertu, le trastuzumab deruxtecan, il faut être HUR2 faible. Et cette expression d'HUR2 n'est pas stable dans le temps. On peut avoir parfois une tumeur localisée qui est HUR2 négatif et une métastase qui est HUR2 faible. Donc ça permet d'être éligible à un traitement. Également, on va pouvoir aller faire ce qu'on appelle de la séquençage de tumeurs. Et parfois, en séquençant la tumeur, on va pouvoir orienter le patient vers des essais cliniques sur des thérapies ciblées. Donc, parfois, en effet, il y a un réel intérêt d'aller biopsier la métastase. Et puis aussi, il faut parfois, dans certains cas, vérifier que c'est bien de la maladie métastatique. Alors, merci d'avoir parlé du séquençage. Delphine, ça répond à une des questions des personnes qui sont avec nous, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu plusieurs lignes de traitement, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de plus? Donc, dans le qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de plus, on a parlé des essais cliniques, mais tout le monde n'est pas éligible à un essai clinique. On peut parler du séquençage aussi de cette tumeur pour éventuellement trouver des cibles thérapeutiques. Alors, on peut séquencer. Après, on a peu de traitements par rapport à des cibles enfin, des mutations, mais globalement, on peut parfois avoir des mutations qu'on dit tumorales de BRCA1, BRCA2 sans être mutées de façon constitutionnelle, c'est-à-dire dès la naissance, on n'est pas porteur de la mutation BRCA1, BRCA2. C'est des mutations qui apparaissent au cours de l'évolution de la maladie. Et ça, dans certains cas, on peut être éligible à des thérapies ciblées. Après, on est encore un peu pauvre en thérapie ciblée dans le triple négatif, mais il faut imaginer que très probablement, on aura de nouvelles molécules. Et il y a des molécules pour lesquelles il y a soit des mutations, soit des réarrangements avec des fusions de gènes très très rares pour lesquelles il y a accès à des molécules. Donc c'est important d'aller vérifier qu'il n'y a quand même pas cette possibilité d'avoir des nouveaux traitements et des armes thérapeutiques supplémentaires. Merci beaucoup Delphine. Il y a beaucoup de questions sur l'accès aux essais cliniques, peut-être on en reparlera juste après. Il y a un petit point par rapport à la prise en charge. Une personne qui demande, lorsqu'on a des effets secondaires trop importants, à quel moment et comment l'oncologue peut-il décider d'arrêter la ligne de traitement en cours? C'est toujours une discussion avec le patient et l'oncologue. D'abord, c'est d'optimiser ce qu'on appelle les traitements de soins de support pour éviter les effets secondaires, les minimiser. Et puis, si vraiment les effets secondaires sont trop durs, il faudra se poser la question d'arrêter le traitement. Et parfois, c'est en discussion avec les patients. Moi, les patients, voilà, cet après-midi, j'avais des patients sous thérapie ciblée. J'ai une patiente qui avait des symptômes. Je lui ai dit, mais en fait, dans la vie de tous les jours, c'est gérable. Elle me dit, ah oui, oui, j'en ai, mais ça va avec. Et d'une personne à l'autre, finalement, par rapport à la sévérité des symptômes, parfois il y a des patientes qui peuvent les accepter et d'autres pas. Donc il faut bien discuter. Quel est le niveau d'effet secondaire et puis l'acceptation du patient. Il y a des patients, avoir des diarrhées, mais elle arrive à gérer, ça ne lui pose pas de problème. Très bien. Il y a des patients qui ne supportent pas psychologiquement. On n'a pas la même sensation par rapport aux effets secondaires, par exemple. Donc ça, il faut toujours discuter et je crois que c'est une bonne réponse, c'est dire aux patients, vous êtes d'accord pour faire encore 1 ou 2 cycles pour voir comment ça peut se passer ou est-ce que vous voulez qu'on baisse la dose? Et c'est vraiment aussi une discussion avec les patients, Moi, très souvent, je leur dis: «Est-ce que vous pensez qu'il faut baisser la dose ou ça va?» Et les patients, on les écoute, c'est important. On n'est pas dans le corps des patients au quotidien, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Et parfois, il faut arrêter et proposer une autre option. Et puis, il y a des toxicités, pour lesquelles où c'est nous qui disions: «Trop dangereux, on ne fait pas le traitement». Et ça, même si le patient il veut, nous, on ne prend pas de risque. S'il y a des risques vitaux notamment, on ne prendra pas de risque.
Merci beaucoup Delphine. Et juste une dernière question là-dessus, et peut-être Claude, je te laisserai en poser plutôt sur l'accès aux essais cliniques. Si une maladie métastatique est maîtrisée et devient chronique, en général, combien de temps un traitement doit-il se continuer? Est-ce qu'on le sait? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas et c'est uniquement l'avenir qui nous le dira en répétant des imageries. Et à l'heure actuelle, on n'a pas d'outils parce qu'on peut avoir une maladie très très bien maîtrisée pendant plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Puis tout d'un coup, la maladie redémarre sans qu'on puisse savoir pourquoi. Donc c'est très dur de répondre aux patientes. Et on est conscient que l'incertitude peut être très difficile à vivre pour les patientes. Merci beaucoup Delphine. Claude? Alors, oui, il y a beaucoup de questions, mais qui sont liées aussi quand même aux essais cliniques. Peut-être on les prend tout à l'heure sur Je la préfère partie les essais prendre dans un cliniques. second temps. Ouais, alors il y avait vraiment des questions, je pense, d'égalité des chances, d'égalité d'accès aux essais cliniques sur le territoire. Par exemple, quand on est dans un désert médical, quand on est loin d'un grand centre, comment on fait pour accéder aux essais cliniques? C'est un vrai sujet, en fait, hein, ce point-là. Le premier point, c'est déjà avoir accès à l'information. Donc, s'assurer que bah, votre oncologue va bien rechercher un essai clinique pour vous, ça c'est le premier point. Et ça passe par en parler avec lui, discuter avec lui. Il faut savoir qu'on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Clineo et qui permet, vous, patients, de créer un compte et d'aller vous-même rechercher l'existence d'un essai clinique en rentrant votre histoire médicale. Mais le vous-même, c'est je vais rechercher si peut-être il y a un essai clinique qui existe pour moi. Le point d'après, c'est d'en discuter avec son oncologue parce que les critères dits d'inclusion ou d'exclusion sont tellement spécifiques, tellement particuliers que seul votre oncologue pourra vous dire oui. Peut-être, on peut se renseigner, ça pourrait vous correspondre, on va lancer les démarches. Voilà. Et après, ensuite, effectivement, la majorité des essais cliniques sont ouverts que dans des centres. Donc, vous allez être obligé de faire des trajets dans le centre où l'essai clinique, le plus près de chez vous, où l'essai clinique est ouvert. Donc, ça, Delphine, tu vas peut-être compléter. Mais pour moi, au-delà de la première visite, à partir du moment où on est vraiment éligible à cet essai clinique, où on est vraiment inclus dans l'essai clinique, les frais sont pris en charge, n'est-ce pas? Alors, bah, pas tout à fait. Ça dépend un peu Ah, des essais cliniques. Est-ce que dans l'essai clinique, il était prévu qu'il y ait le financement des transports? Et il y a parfois des limites en termes de frais de transport. Donc ça, c'est important. Parfois, il y a aussi des essais cliniques où il faut être là très tôt le matin pour des raisons d'organisation assez complexe, mais c'est pas si simple de faire de la recherche clinique et quand on demande au patient d'être là à 8 heures et s'il est à 6 heures de route, bah, évidemment c'est compliqué. Donc est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir une chambre d'hôtel qui est remboursée par l'essai clinique pour être là la veille? Enfin, tout ça n'est pas toujours très simple. Et puis, je regardais en même temps le chat, il y a des gens, mais qui nous disent qu'il faudrait qu'on sache si les essais cliniques sont ouverts ou fermés, etc. En fait, il y a des essais cliniques, notamment quand on fait des essais cliniques précoces, et on en parlera tout à l'heure, mais parfois, il y a des places, puis pas de place, et même nous, il faut qu'on demande pour savoir s'il y a une place dans le monde pour un patient. Et on est concurrents les uns par rapport aux autres dans le monde entier. Donc en fait, parfois même nous, on doit d'abord demander une place pour un patient et on attend la réponse sous 24 heures pour savoir si on a une place. Donc c'est pas toujours très simple. Parfois l'essai clinique, il est affiché sur un site, sur Clinéo, sur nos sites d'institut et les patients comprennent pas forcément pourquoi ils ne peuvent pas rentrer tout de suite. Parfois on sait que les places, elles vont se libérer 2, 3 semaines plus tard ou un peu plus tard. Donc ça peut être frustrant. Et il y a beaucoup de critères pour entrer dans les essais cliniques. Alors c'est sûr que plus l'oncologue référent du patient va envoyer les bonnes informations, moins il y aura de perte de temps parce que si on a toutes les bonnes informations, on pourra dire bah, pour telle raison, il ne faut pas déplacer le patient, il ne peut pas rentrer ou pour telle raison, il va pouvoir rentrer. Donc voilà, mais en tout cas, il faut poser la question et c'est vrai qu'il y a une certaine inégalité au niveau territorial, mais il faut quand même voir, il y a des centres de lutte et des CHU dans toutes les grandes villes en France, donc ça permet quand même de mailler assez bien sur le territoire. La France n'est pas un très grand pays, on se connaît quasiment tous les uns les autres et on s'envoie des mails assez régulièrement ou des coups de fil en disant j'ai une patiente qui est venue me voir à Paris, mais en fait elle habite. C'est du vécu, hein. C'était cet après-midi. La patiente vient me voir à Paris, elle habite à côté de Bordeaux. Bah, en fait,
si je vais l'orienter vers un essai clinique près de Bordeaux et pas chez nous parce qu'elle ne va pas venir faire Bordeaux, enfin, sa région jusqu'à Paris, alors qu'elle pourrait être à 100 km de chez elle si l'essai est ouvert ailleurs. Donc ça, c'est important. Il y a des essais qui sont ouverts parfois dans 10, 20 hôpitaux en France, donc ça permet de mailler assez bien. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Claude. Ce que je vous propose, c'est de clôturer ce premier échange de questions-réponses. Il y en aura un deuxième à la fin de cette deuxième partie. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir la présentation de quelques études récentes des perspectives de recherche sur les cancers du sein triple négatif avancés. Et avant cela, je vais peut-être laisser un petit temps de parole à Delphine Loirin pour nous repréciser quelles sont les phases de développement d'un essai clinique. Alors là, c'est un essai clinique thérapeutique, donc en fait, on va évaluer une nouvelle molécule. Alors, il y a tout ce qui est partie préclinique, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est la partie finalement émergée de l'iceberg, et c'est toute la période au laboratoire. On va essayer de trouver des nouvelles molécules, les tester sur des cellules, les analyser. Et là, c'est la partie préclinique. Ça peut prendre plusieurs années, parfois on dit à peu près 10 ans. Donc parfois, c'est très très long. Après, il y a les études de phase 1 où on appelle essais précoces. Et notamment, il y a ce qu'on appelle les first in men, on devrait dire les first in women d'ailleurs. La première fois qu'on injecte la molécule chez les patients, et c'est toujours pour la cancérologie, des volontaires malades. On ne fait pas de test de cancer antitumoraux chez des volontaires sains, contrairement à d'autres médicaments. Et là, on va surtout évaluer la toxicité de la molécule en augmentant la dose au fur et à mesure. D'abord des toutes petites doses pour vérifier que ce n'est pas toxique chez l'homme. Et en général, on met 3 patients. S'il n'y a pas de toxicité, on réaugmente la dose, on met 3 patients et ça augmente. Et c'est pour ça que je vous explique que parfois, il y a des délais. Parce qu'en fait, on attend que dans le monde, on ait mis 3 patients, qu'il n'y ait pas eu de toxicité chez ces patients. On est sûr qu'on peut rouvrir 3 places dans l'étude avec des doses un peu supérieures. Par exemple, c'est ça. Donc en général, c'est une petite dizaine de patients. Cette étude de phase 1, elle peut durer 1, 2, 3 ans. De plus en plus dans les études de phase 1, elles sont designées pour déjà avoir des signaux d'efficacité. Donc si on sait qu'on développe une molécule pour le cancer du sein triple négatif, dans l'étude de phase 1, on va plutôt inclure des patients qui ont un cancer du sein et pas un cancer de l'estomac ou pas un cancer du cerveau. Parfois, il y a des études toute tumeur, mais parfois, dès la phase 1, on est très sélectionné parce qu'en fait, le but des industriels, les phases 1, la plupart du temps, c'est des industries pharmaceutiques, ça peut être aussi quand même des instituts, mais le but, c'est d'avoir des résultats le plus rapidement possible pour développer le plus vite la molécule. Donc, si on a des signaux d'efficacité, c'est intéressant. Après les phases 2, globalement, on sait que c'est pas trop toxique, on a la bonne dose, mais parfois, il faut savoir, est-ce qu'il faut mieux donner le médicament tous les 15 jours, toutes les 3 semaines? Est-ce qu'on peut l'associer à une autre molécule? Et puis là, on va commencer à générer des données d'efficacité. Pareil, 10 à 100 patients. Il y a des très grosses phases 2 qui parfois ont permis de donner l'accès directement au médicament. C'est que l'étude est tellement probante en phase 2 qu'on ne va pas jusqu'à la phase 3. Et puis la phase 3, c'est la dernière étape normalement qui est demandée par nos agences réglementaires. Les agences réglementaires, c'est ceux qui vont vérifier que l'étude, elle est bonne, efficace et qu'on va pouvoir aller jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, puis après le remboursement. Donc la phase 3, c'est 100 jusqu'à plusieurs milliers de patientes, ça dépend de la situation et le type de cancer. Et là, on évalue en randomisé, ça veut dire qu'il y a un tirage au sort et il y a 2 groupes de patients, ou parfois 3, où il y a un groupe de patients qui a le traitement standard actuel et puis des patients qui vont tester le nouveau traitement pour voir s'il est efficace. Et ça peut durer souvent plusieurs années et il y a des études, notamment pour le cancer du sein localisé, qui vont durer parfois jusqu'à 10 ans. Les phases 4, c'est plus tardif, on a montré que c'était efficace dans la phase 3, il y a eu l'autorisation de l'utiliser, l'AMM, le produit est remboursé, mais par contre, parfois, c'est les agences réglementaires qui demandent d'avoir un peu plus de données. Est-ce que la molécule elle est aussi efficace chez les patients âgés? Est-ce que c'est aussi efficace en vie réelle? Et ça, on va cumuler des données de vie réelle en phase 4 pour avoir plus de données. Et parfois, ça permet de consolider l'autorisation d'utiliser le médicament. Est-ce que c'est clair, Claude, ou je vous ai perdu? Oui, oui, tout à fait, c'est Je clair. parle pour Merci. Claude doit vérifier que je ne dis pas de trucs trop compliqués. Merci Delphine. Et pas trop de bêtises.
Oui, oui, c'est très clair. Je te remercie. Donc justement, dans ces essais cliniques, ils sont super importants. Grâce à eux, on a eu des avancées très importantes sur le triple négatif avec les inhibiteurs de PARP, si on a une mutation BRCA, avec l'immunothérapie. Et puis, il y a une autre innovation, ça s'appelle les anticorps conjugués. Ils ont révolutionné la prise en charge du cancer du sein triple négatif métastatique. Et il y en a de plus en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre et qu'il faut comprendre. Alors voilà, si tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu ce que c'est et ce qui se présage, ce qui arrive en tout cas sur ce sujet-là. Voilà, alors je dirais que les années 2015-2020, ça a été le boom de l'immunothérapie dans tous les types de cancers, hein, pas le cancer du sein, ça a été évalué tout seul, en association avec la chimio, d'autres molécules, etc. Et le boom des années 2024-30, je pense qu'on va être très très occupé par les anticorps drogues conjugués dans tous les cancers, et notamment dans le cancer du sein, parce qu'on a quand même la chance d'en avoir plusieurs à disposition, et notamment pour le triple négatif. Donc les ADC, en anglais, ça veut dire antibody drug conjugué, un anticorps globalement collé à une chimiothérapie. L'anticorps, c'est ce que vous voyez, c'est le gros Y. Les anticorps, normalement, on en fabrique naturellement pour lutter contre les virus, contre les microbes. Et là, on va diriger des anticorps qui sont capables de reconnaître les cellules tumorales, et je vais vous en parler. Donc l'anticorps, c'est une très très grosse molécule, c'est pour ça que ça se donne par voie veineuse, que les grosses molécules, on ne peut pas pour l'instant les avaler, ça ne passe pas la barrière digestive. On va coller de la chimio, c'est la petite étoile rouge, la toxine ou la chimio, qu'on appelle en anglais payload, à cet anticorps. Et pour pouvoir le coller, on va utiliser un lien biochimique qui s'appelle un linker. Et puis, on va bricoler le linker. En fait, l'idée, c'est de voir est-ce qu'on va coller très fort la chimio à l'anticorps ou est-ce qu'on va mettre un linker qui est capable de décrocher pour parfois que l'anticorps, il envoie la chimio un peu à côté, sur les cellules d'à côté. Globalement, c'est très stratégique tout ça et ça nécessite, c'est très complexe de construire un ADC. Donc, ça se donne par voie veineuse. Les effets secondaires, ça dépend un peu de l'anticorps, ça dépend de la chimiothérapie et puis ça va dépendre si c'est très très collé l'un à l'autre ou si la chimio est capable de se décrocher de l'anticorps. Si la chimio se décroche de l'anticorps, il y aura de la chimio qui va circuler dans le corps et ça va donner des effets secondaires comme une chimio. Alors que si c'est très étroitement collé, finalement, ça ne donnera pas beaucoup d'effets secondaires. Donc ça dépend. Diapositive suivante. Et donc, en médecine, ça s'appelle aussi notre cheval de Troie. Alors, parfois, j'explique aux patients que c'est aussi une navette à chimio ou le cheval de Troie. Donc, vous avez l'anticorps. Je ne sais pas si Clara, tu peux jouer avec la souris pour montrer ce que je raconte. Vous avez en un l'anticorps qui va reconnaître son récepteur sur la cellule tumorale. Hein. Tout ce que vous avez en haut, c'est l'extérieur de la cellule. En bas, c'est l'intérieur de la cellule. J'aurais dû mettre ce que c'est. Donc, l'anticorps se lie à la cellule sur un antigène et la paroi de la cellule va manger, entre guillemets, l'anticorps drug conjugué et va l'internaliser. Ça va rentrer dans la cellule tumorale, dans des vésicules qui s'appellent des lysosomes, on s'en fiche, c'est un peu comme des bulles de savon ou des bulles de gras plus exactement. Et ça va rentrer à l'intérieur de la cellule tumorale. Les caractéristiques dans ces lysosomes sont très particuliers. Ça va détruire la liaison entre l'anticorps et la chimio et donc ça va libérer la chimio à très forte dose dans l'intérieur de la cellule tumorale. Et donc en fait, ces anticorps conjugués, ça permet de concentrer la chimio là où on en a besoin, c'est-à-dire les cellules tumorales. Et le but, c'est pas d'envoyer la chimio partout sur les organes qui vont bien ou les cellules qui vont bien. Et ça va engendrer la mort cellulaire. Dans certains cas, là, c'est pas sur le dessin, mais la chimio, elle peut ressortir de la cellule tumorale et aller attaquer la cellule tumorale d'à côté. Donc ça va avoir un effet sur la cellule tumorale qui est ciblée, mais également sur les cellules tumorales qui sont dans le voisinage. C'est ce qu'on appelle l'effet bystander, et ce qui explique parfois une efficacité très forte de ces traitements. Voilà pour une explication, j'espère, à peu près simple de notre cheval de Troie. Les anticorps conjugués dans le triple négatif, il y en a plein. Je pense que cette slide, dans 2 ans, il y aura plein de nouvelles molécules. Je ne vais pas tout vous raconter. Globalement, ce qui peut changer, c'est le type d'anticorps et qu'est-ce que ça va aller cibler sur les cellules tumorales. On peut cibler la famille des anti-HER, c'est des récepteurs. Il y a le HER2, l'HER3. Et puis d'autres molécules, notamment des molécules de l'immunothérapie, B7H4, CD71. Et puis, une cible qui est très très ciblée dans le cancer du sein triple négatif, c'est TROP2. TROP2, c'est une molécule qui est sur les cellules tumorales, un peu toutes les cellules tumorales,
pas que le cancer du sein, mais c'est très exprimé sur les cancers du sein triple négatif. C'est pour ça que les anticorps qui ciblent TROD2 vont être efficaces dans le cancer du sein triple négatif. Et on va pouvoir avoir plusieurs molécules, parce que là, vous voyez en bas, pour l'instant, il y a celle que j'ai entourée, le sacituzumab govitecan, c'est utilisé, il y a une autorisation de l'utiliser à remboursement. Par contre, on a d'autres anticorps qui sont en cours de développement où ils ont été un petit peu modifiés pour essayer d'être encore plus efficaces. Diapositive suivante. Les anticorps drug conjugués, les ADC, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé que quand il y a un échec d'une première ligne de chimiothérapie, on passe à un anticorps drug conjugué, un ADC pour les cancers du sein triple négatif. Un concept assez simple quand on a des nouvelles molécules, souvent on les teste assez tardivement dans la maladie, c'est-à-dire après échec de plusieurs lignes de traitement. Et puis après, quand c'est efficace, on remonte les lignes. Et en fait, les anticorps qu'on positionne conjugués qu'on positionne en deuxième ou en troisième ligne, là, on a évalué si on pouvait les positionner en première ligne. Donc, il y a eu plusieurs essais cliniques. Je vous montre juste quelques dizaines d'essais cliniques. On a eu des résultats fin 2025 et on en aura d'autres en 2026. C'est pour vous dire que les choses vont bouger dans les mois qui viennent ou les années, mais on espère les mois pour les cancers du sein triple négatif. Plusieurs études qui ont été présentées. Je ne vais pas vous montrer les 3 études, on en a 2 principales, où au lieu de faire de la chimiothérapie dès l'apparition des métastases, on va proposer un anticorps conjugué. ASN03, donc les résultats ont été présentés en congrès en octobre 2025. C'était un peu plus de 500 patientes et c'était des patientes qui n'avaient pas eu de chimiothérapie au stade localisé et qui n'étaient pas éligibles à l'immunothérapie. Il y avait un tirage au sort, soit elles avaient le sacituzumab govitecan, soit de la chimiothérapie. Globalement, l'objectif, c'était montrer que le sacituzumab govitecan était supérieur à la chimiothérapie classique pour des patientes qui ne pouvaient pas avoir de l'immunothérapie. Et donc, l'étude a été montrée positive pour son critère de jugement principal. Nous, on doit dire à l'avance, enfin, les investigateurs de l'étude doivent dire quel est notre but avant de commencer l'étude. Donc, c'est une étude positive. Et on attend de voir si on obtient l'autorisation d'utiliser cette molécule avant la chimiothérapie. Globalement, on sait que l'ESMO, les recommandations européennes, commencent à proposer cette stratégie thérapeutique chez des patientes qui ont une rechute très précoce. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rechute précoce et on sait que des patients qui ont reçu beaucoup de traitements au stade localisé, qui auront chute dans les mois qui suivent, probablement utiliser cette molécule est la meilleure option. Mais en France, on n'a pas encore l'autorisation réglementaire de le faire et pas le remboursement. Voilà, ça commence à se faire au cas par cas, mais ça, c'est une décision plutôt d'institut de le faire. Deuxième étude qui est l'étude copier-coller, c'est une autre étude, une autre industrie pharmaceutique qui l'a fait. Elle s'appelle Tropion-Brest-02. C'est exactement la même chose, mais avec un autre ADC qu'on n'a pas encore en France, qui s'appelle le datopotamab deruxtecan. Je ne sais plus quel va être son nom de marque, j'ai oublié. Et c'est à peu près la même situation, mais là, la seule chose qui variait, c'est que des patients qui rechutaient très tôt dans la maladie, après un traitement local, pouvaient être inclus. C'est une étude qui est positive, avec des résultats positifs en survie qu'on appelle sans progression, mais également en survie globale. On espère qu'il va avoir une demande d'accès précoce et qu'on puisse utiliser cette molécule très prochainement. Voilà. Mais probablement, ça va changer la prise en charge des cancers du sein triple négatif en première ligne. Donc, ça remonte les lignes et en fait, ça sera probablement avant la chimiothérapie. Diapositive suivante. Comment déjouer les résistances? Donc, on n'en a pas trop parlé, mais je vous ai dit souvent, on fait une ligne de traitement, puis on est obligé de changer parce que la tumeur, elle se met à grossir. Elle se met à grossir parce qu'elle est capable de résister au traitement donné. Et elle est capable de mettre en place des moyens de résistance. Et également, une voie pour l'avenir, c'est d'identifier à l'avance comment éviter ces voies de résistance. Et là, il y a une étude, et je viens juste d'avoir l'information, elle est bien ouverte à Marseille. Je fais la pub pour les copains, qui s'appelle Alter. Diapositive suivante. On est bloqué. Clara. Non, non, c'est bon, on y est. Alter, Delphine. pardon, excuse-moi. Oui. J'attendais de voir le schéma, tu vois, j'avais ça en tête, pardon. C'est moi je parle sans regarder mes diapositives. Donc l'étude Alter, c'est une étude pour des patientes qui ont reçu au moins, une ligne de chimiothérapie. Excusez-moi. Une ligne de chimiothérapie et chez qui on a envie de proposer un anticorps conjugué.
on sait qu'on en a 2 disponibles, le sacituzumab govitecan et le trastuzumab deruxtecan. Et l'idée, au lieu de faire un traitement et s'il ne marche pas de faire l'autre, on va plutôt vous faire une alternative entre les 2 traitements. Et donc, le schéma, pardon. Ah non, pardon, j'ai oublié. Un critère d'inclusion, c'est qu'on va prendre des cancers du sein triple négatif qui sont éligibles à trastuzumab deruxtecan. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit HER2 faible. C'est 30% des cancers du sein triple négatif, c'est ce qui est représenté ici. Et en fait, dans les cancers du sein, ce que vous avez dit Claude, il y a celles qui sont HER2 0, HER2 positif, c'est pas les triple neg, mais maintenant on a une nouvelle entité, c'est celles qui sont pas assez fortes pour HER2 pour être dans la case HER2, mais qui expriment quand même un peu. C'est ce qu'on appelle les IHC 2 croix et une croix. Et là, on peut leur donner le trastuzumab deruxtecan et l'étude ALTER va concerner ces patientes. Et donc, l'étude ALTER, le schéma, c'est une alternance. D'abord, 2 cycles de sacituzumab govitecan, puis 2 cycles de trastuzumab deruxtecan. Et en fait, en essayant, finalement, c'est un peu, je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu, vous savez, où vous avez le petit ver de terre qui sort et puis vous avez des marteaux. Pour taper dessus, on utilise 2 marteaux. Au lieu d'utiliser un seul marteau, toujours le même, on utilise 2 et on espère que ce sera plus efficace. Donc, c'est une étude qui est conduite par la France, par l'équipe de Marseille. Et il y a plusieurs centres qui vont ouvrir dans les semaines à venir. Donc on est bien d'accord, hein, Delphine, parce que je vois, il y a des questions dans le chat. On a d'abord 2 cycles de sacituzumab govitecan. Après, on a 2 cycles de l'autre ADC. Donc, c'est pas les deux en même temps, mais Non, c'est successivement l'un et l'autre, en se disant que peut-être on va cibler beaucoup plus, finalement, un spectre plus large de cellules cancéreuses. Et en plus, il y a une résistance. On prend le pari que la résistance au traitement ne va pas s'installer s'installer, et que du coup, exactement. ça va durer dans le temps beaucoup plus longtemps. C'est bien ça le pari en fait C'est de cette étude. C'est exactement ça et on va se comparer au bras standard, c'est-à-dire il y aura un groupe de patients qui recevra le sacituzumab govitecan en continu sans cette alternative. On va aussi vérifier que ce n'est pas toxique de changer, parce que c'est assez original de faire ça, hein. D'habitude, on ne fait jamais ça, on ne vous fait pas, je sais pas, 2 cycles de Taxol, puis après 2 cycles d'éribuline, etc. Donc c'est assez novateur comme stratégie. Et voilà. Et donc la France a décidé. Et voilà, c'est sponsorisé par Unicancer, donc c'est le groupe des centres de lutte contre le cancer avec d'autres hôpitaux associés. Diapositive Ok. suivante. Et, et tout ça, bon, donc c'est vrai là, on vient de parler de la prise en charge lorsque la maladie est déclarée, mais on se dit aussi que potentiellement, ce serait très important d'être en amont dans la connaissance de cette maladie métastatique, de cette récidive métastatique. Donc là, on a aussi quelque chose de prometteur. On entend beaucoup parler d'ADN tumoral circulant dans le monde de la science et du cancer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là, Delphine? Alors, l'ADN circulant, c'est finalement un moyen de détecter les cellules tumorales avant de voir, on peut l'utiliser à différentes façons. Soit ça permet de détecter la maladie qui va arriver métastatique, mais être plutôt dans le temps. En fait, ça permet de détecter des cellules tumorales à un stade où on ne voit pas encore des lésions tumorales, donc des boules sur un scanner, un PET scanner. Donc ça permet de détecter plutôt l'apparition des métastases. Et puis aussi dans d'autres cas, mais ce qui n'est pas le cas là, on peut aussi voir si un traitement est efficace. En fait, si un traitement est efficace, l'ADN circulant, donc c'est le reflet de la cellule tumorale, va diminuer très vite après l'injection d'un traitement. Ça veut dire qu'on va avoir une réponse au traitement, alors que si ça ne diminue pas, c'est que probablement il y a une résistance au traitement. Tout ça, l'ADN circulant, c'est pas encore validé. Tout ça, c'est des données d'essais cliniques. On n'a pas encore de remboursement, mais c'est pareil. On a de plus en plus de preuves que ça sera probablement un moyen de suivre la maladie plus finement que les PET scanners, les scanners où ça viendra en complément. Donc ça, c'est une étude qui a pour but de voir si détecter plus tôt la maladie métastatique avec l'ADN circulant modifie le cours de la maladie. Diapositive suivante. Donc, c'est une étude qui s'appelle Cupcake. On vient de commencer à inclure des patients. Les premiers patients viennent d'être inclus à Curie. On attend 450 patientes. Et ce qui va être important, c'est des patientes qui sont considérées en rémission de leur cancer du sein localisé, qui ont un certain risque de récidive. Ce n'est pas tous les cancers du sein localisé. Et
on va détecter régulièrement l'ADN circulant. Il faut déjà vérifier qu'on est capable de le détecter et qu'il y a des choses à détecter. C'est-à-dire qu'il va falloir analyser la tumeur qui a été stockée, c'est souvent la pièce opératoire ou la biopsie initiale, et on va faire un test pour voir si on trouve des choses à suivre pour le reflet de cette tumeur dans le sang. C'est un peu complexe, mais ça nécessite un peu d'ajustement. Donc les critères d'inclusion, c'est des patientes qui ont fini les traitements et qui n'ont pas forcément fini les traitements, mais qui sont au moins à 3 à 9 mois de la chirurgie du cancer du sein triple négatif. Il ne faut pas qu'il y ait de réponse complète, c'est-à-dire il faut que quand on les a opérés sur la pièce opératoire, il restait des cellules tumorales. Et puis, il y a d'autres critères. Il ne faut pas qu'il y ait de métastases connues, évidemment, et il faut qu'on ait la possibilité d'avoir accès à du tissu tumoral qui a bien été conservé. Et puis, il faut des patientes qui sont couvertes par la sécurité sociale française. Et ça, c'est le cas pour tous les essais cliniques en France. Il faut avoir accès, il faut avoir à être couvert par la sécurité sociale française. Diapositive suivante. Donc, le schéma est un peu complexe, mais globalement, on va tous les 4 mois faire des prélèvements sanguins aux patientes qu'on aura inclus. Et puis, s'il y a une rechute clinique, ça se passe comme d'habitude. Mais par contre, si on arrive à détecter de l'ADN circulant, la moitié des patientes auront un suivi classique, c'est-à-dire un suivi par examen clinique, prise de sang tout à fait classique, biologique. Et les autres auront un suivi avec d'autres techniques qui seront des PET scanners et également un nouveau type de PET scanner qui c'est le PET au FAPI, qui est un PET scanner probablement plus sensible et qui permettrait de mieux détecter des métastases pour les cancers du sein triple négatif. Donc voilà, c'est une étude nouvelle qui a été financée donc, par l'Agence de recherche nationale, l'ANR, pardon, et on a des partenaires industriels et c'est une étude, diapositive suivante, donc, qui vient d'ouvrir à l'Institut Curie de Saint-Cloud, qui va ouvrir prochainement à l'Institut Curie de Paris et à Avignon à l'Institut Sainte-Catherine. Et puis, nos collègues en province vont ouvrir cette étude. On a mis une petite adresse mail pour des patientes qui ne seraient pas dans nos instituts et qui voudraient arriver dans l'étude. Alors, l'étude s'appelle Cupcake, c'est assez simple. Et l'adresse on n'est pas certain qu'elle soit activée, donc je préfère vous le dire. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, dans la semaine, ça va fonctionner. Et on a créé l'adresse notamment pour aujourd'hui et pour pouvoir accéder. Donc globalement, si vous avez été opéré entre 3 et 9 mois de votre cancer du sein triple négatif et que vous savez que vous n'êtes pas en réponse complète, c'est-à-dire que sur la pièce chirurgicale, il y avait des cellules tumorales, il y a une possibilité de participer à ce programme. Diapositive suivante. Et maintenant, on va passer aux conclusions. Je ne sais pas si, Claude, tu as d'autres questions ou tu veux... Je vois qu'on est un petit peu en retard sur le timing, donc je pense qu'on va passer à la conclusion et puis les 2 derniers slides juste après, on reverra si on peut prendre des questions. Donc, je te laisse 2 mots sur la conclusion, Delphine, et puis après je reprends la main. Juste que tout a changé depuis 7 ans, qu'on a plein de nouvelles molécules, qu'on a beaucoup d'espoir pour les années à venir proches avec l'arrivée des ADC très tôt. Et puis, les années à venir, c'est l'ADN circulant, c'est peut-être des vaccins anti-cancer et de nouvelles molécules. Donc, globalement, les choses ont changé en 7 ans et je pense que ça va changer encore plus dans les 7 années à venir. Et juste pour conclure, donc en fait, le fil rouge, c'est vraiment soutenir la recherche. C'est ce qui est hyper important et c'est ce qui fera que demain, on pourra guérir tous les cancers du sein triple négatif métastatiques, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, Delphine, dans de très rares cas, ça commence à exister. C'est pour ça qu'au sein de l'association collective Triplette Rose, on a voulu dynamiser encore plus cette recherche scientifique sur le cancer du sein en créant les prix Triplette Rose. On a fait la 2e édition avec une cérémonie de remise de prix qui s'est tenue le 31 janvier. On a remis à cette occasion 100 000 euros pour des prix et presque 200 000 euros en remise de chèques, dont l'Institut Curie avec les travaux de Raphaël Rodriguez. Et Delphine, toi-même, étais lauréate l'année dernière. Et juste pour finir, pour vous expliquer en fait l'ADN de ce prix, pour vous expliquer tous les espoirs que ça porte, on va vous passer une petite vidéo récapitulative de cette grande journée.
Alors aujourd'hui, c'est vraiment l'événement annuel de notre association le plus important. C'est un événement symbolique puisqu'en fait, ça marque de façon très concrète comment notre association soutient la recherche contre le cancer du sein triple négatif. À cette occasion, on va remettre 4 prix d'une valeur de 20 000 € chacun à des chercheurs, à des initiatives innovantes d'intérêt pour le cancer du sein triple négatif. Et également, on va remettre des chèques pour soutenir des projets retenus par le conseil d'administration de l'association. Le prix Triplette Rose, ça résonne pour nous espoir, vivre bien et vivre longtemps. On a besoin de ça, surtout quand on est en situation métastatique. Il faut trouver des solutions maintenant, sans attendre, pour lutter contre les impasses thérapeutiques. C'est ça le collectif Triplette Rose et c'est ça le prix Triplette Rose. Je dois reconnaître que c'est beaucoup d'émotions, surtout après cette journée où on se rend compte que c'est un travail collectif de patients qui vivent quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qui est une émotion et une douleur excessive. Je suis une survivante de la promo 2018. J'ai survécu jusque-là grâce à 120 doses de chimiothérapie, d'immunothérapie et d'anticorps conjugués. D'autres triplettes n'ont pas survécu. En recevant ce prix, on reçoit une responsabilité et je peux vous dire que on fera tout ce que l'on peut pour faire le meilleur usage de ce prix dans notre activité de recherche. Voilà, en synthèse, on sait très bien que la situation métastatique, tout n'est pas rose. La situation est difficile euh, et on essaye d'être au plus proche, mais soyez certains que patients, soignants, associations de patients, on fait le maximum pour avancer ensemble, pour porter les mêmes messages et pour que l'accès au traitement novateur soit une réalité et une réalité le plus rapidement possible. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Un grand merci Delphine, Claude, merci beaucoup pour vos interventions et pour cette présentation qui était vraiment passionnante. On sait que ce sont des sujets qui sont difficiles et comme on l'a vu aussi dans le chat, le temps de la recherche, le temps du développement thérapeutique n'est pas forcément le temps de la maladie. C'est pourquoi il est si important d'aller chercher du soutien auprès de vos équipes soignantes et auprès d'associations comme celle du collectif Triplette Rose, évidemment. Je ne sais pas s'il reste quelques questions rapidement qu'on pourrait prendre avant la fin de ce... Il y avait une question sur l'ADN circulant en situation métastatique. Il y a des études qui incluent de plus en plus l'ADN circulant. Voilà, et quasiment toutes les études, quand vous voyez qu'on propose de faire des prises de sang, que les prises de sang vont être stockées avec des études génétiques, en fait, c'est que derrière, l'analyse de l'étude va être faite en regardant l'ADN circulant. En fait, parfois, le but premier n'est pas l'ADN circulant, mais ça va être intégré dans les paramètres. Ok. Il y a beaucoup de questions, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à tous. Il y a Nelly, il y a d'autres personnes qui demandaient est-ce que l'essai Alter est ouvert à plus de 2 lignes de traitement. Il me semble, Delphine, que ce que tu as dit, c'était après première ligne, deuxième ligne, mais c'est tout en fait, hein. Troisième, quatrième ligne, on n'est plus dans le scope malheureusement des critères d'inclusion. C'est ça, mais en fait, faut pas hésiter de poser des questions régulièrement par rapport aux essais cliniques, parce qu'il y a aussi l'accès donc à des essais cliniques qui ne sont pas forcément que pour les cancers du sein triple négatif et d'avoir l'opportunité d'accéder à une nouvelle molécule qui peuvent fonctionner, hein. Moi, je rappelle toujours que les premiers patients qui ont accès à l'immunothérapie, on ne pensait pas du tout de voir l'efficacité dès les premiers patients. Donc voilà, faut pas hésiter, mais on aimerait avoir plus d'essais cliniques et il y a
toutes les contraintes qu'il y a derrière. Et voilà, la France est quand même un pays très bien vu pour la réalisation d'essais cliniques. On est considéré comme un pays qui fait des essais cliniques de bonne qualité, mais il y a une concurrence mondiale aussi, c'est dur à dire, hein, mais voilà, il faut aussi se batailler pour que les essais cliniques continuent à se faire en France, et c'est de plus en plus compliqué. Donc ça aussi, les associations ont besoin de votre poids pour continuer à faire de la recherche clinique de qualité et que les essais cliniques internationaux se font en Europe et en France. On est déterminé pour ça, sois-en certaine, Delphine. Je vois qu'on a Karine aussi qui s'inquiète parce qu'elle a déjà eu le dato, le Trodelvy. Elle demande s'il y a encore des espoirs pour elle à ce jour. Moi, j'ai envie de te dire oui, Karine, il faut pas baisser les bras, même si c'est difficile. Il faut regarder, surveiller tout ce qui est autour des essais cliniques. Et puis, des fois, Delphine, on peut aussi reprendre une chimio qui avait marché à un moment donné. Comment ça se passe? Bah, tout à fait, on a beaucoup de chimiothérapie. C'est vrai qu'on essaye d'apporter aux patients les innovations thérapeutiques avec les anticorps conjugués, les thérapies ciblées, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des chimiothérapies qui ont vraiment fait leur preuve d'efficacité et que parfois on n'a pas essayé toutes les chimiothérapies. Et voilà, il faut le proposer aux patientes. Et puis, dans certaines situations, il faut réfléchir à ce qu'avait eu le patient au stade localisé. Est-ce qu'il y avait eu un signal de réponse sur la tumeur qui était en place et rechallenger, c'est-à-dire réessayer cette molécule, par exemple. Donc oui, oui, il y a des espoirs, il faut poser des questions. On a quand même un certain nombre de molécules de chimiothérapie qu'on peut proposer aux patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Ok. Clara, tu Et es puis, maître du temps. Je ne sais pas si on a tout encore à un petit peu fait, de temps ou pas. on va devoir clôturer cette webconférence. J'ai vu aussi une question passer qui était plutôt technique. Est-ce que vous allez pouvoir recevoir ce diaporama par suivi de mail? Alors sachez, comme je l'ai mentionné au départ, que cette conférence est enregistrée, que le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut Curie. Il peut aussi être relayé par la plateforme Patients en réseau et par le collectif Triplette Rose. Et puis, on vous enverra donc un sondage, questionnaire. Vous pourrez donner vos retours par rapport à cette conférence. Si vous flashez ici le code QR, vous pourrez donner vos retours. Et puis, finir aussi avec un mot très important. On l'a déjà mentionné, c'est le soutien inconditionnel et majeur des associations de patientes dans cette longue étape de la maladie, que cela vous concerne ou qu'il s'agisse de vos proches. Je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette webconférence. Merci beaucoup Claude Coutier, merci beaucoup Dr Delphine Loira d'y avoir participé avec nous ce soir. C'était vraiment... Eh ben, on peut remercier IHU aussi. Merci Clara de nous avoir accompagnés pour le travail de fond derrière aussi. Et voilà, je crois que. Et puis, si vous êtes intéressé par d'autres sujets, je sais que Delphine avait mentionné notamment la conférence sur l'intelligence artificielle qui aura lieu au mois d'avril et au mois de mars prochain, ce sera sur les cancers héréditaires. Donc, le créneau est toujours le même, c'est le mercredi soir de 17h à 18h30. N'hésitez pas à vous y inscrire et à relayer l'invitation dans vos réseaux. Très belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.